Nous sommes ici dans le musée de la mine de Champagnac, qui revient donc sur l'histoire de cette mine du Cantal, et c'est l'occasion pour nous de parler un peu d'histoire du charbon. Et on va parler là de la bataille du charbon. Une bataille? Où ça? On se calme, je vais t'expliquer. Alors, la bataille du charbon, qu'est-ce que c'est? C'est une campagne de production de charbon qui a été lancée à la Libération par le gouvernement français pour faire face à une situation particulière. Donc nous allons faire un peu de contexte, et je vais te poser cette pioche parce que c'est vachement lourd. Voyons voir quel était le contexte à la Libération. Le contexte n'est pas super pour le charbon en France. Il y a quelques soucis, mais il faut voir que déjà, les mines de charbon ont subi beaucoup de dégâts. Entre les sabotages de résistants qui voulaient empêcher les mines de charbon de produire du charbon pour l'Allemagne, entre les dégâts liés à la guerre, entre les Allemands qui, lorsqu'ils se sont repliés, ont saboté et détruit une partie du matériel et des mines, l'état matériel des mines est en mauvais état, surtout si on rajoute le problème que la modernisation des mines avait pris du retard durant l'entre-deux-guerres. Donc, situation matérielle, mauvaise. Situation personnelle, mauvaise aussi. Parce qu'on a un personnel qui a déjà été réduit, parce que les mineurs étrangers, pour une partie, sont partis avec la guerre. Les mineurs polonais sont pour une partie rentrés dans leur pays pour aider à la reconstruction. Et le personnel restant est affaibli par le rationnement et par les surplus de travail que l'occupant a exigé durant la guerre, enfin durant l'occupation française. Et donc, on a un personnel affaibli. Donc, état humain, mauvais. Les réserves de charbon, épuisées. L'occupant à tout prix. Donc, plus de réserves, une production qui est affaiblie. Des veines de charbon aussi qui sont en mauvais état parce que commencent à s'épuiser. Donc, leur production diminue, il faut en chercher de nouvelles, il faut creuser de nouveaux puits. Et donc, des travaux avant de pouvoir produire à nouveau du charbon. Donc, tout ça fait que la production de charbon en France est passée de 49 millions de tonnes en 1939 à seulement 33 millions de tonnes en 1945. Et si en plus on ajoute le fait que les exportateurs de charbon en Europe, auprès desquels la France se fournissait déjà avant-guerre, parce que la France n'a jamais été totalement autonome au charbon, eux aussi ont du mal. La Pologne a été énormément ravagée, donc elle ne peut plus vraiment exporter de charbon pour le moment. L'Allemagne, on n'a pas besoin de nous faire un dessin, c'est un carnage. L'Angleterre aussi a quand même subi quelques dégâts avec les nombreux bombardements allemands. C'est compliqué. Et dans le même temps, la France a besoin de plus de charbon parce qu'il faut reconstruire. Et que le charbon, c'est la principale source d'énergie à ce moment-là. Du coup, c'est difficile. C'est un peu une situation compliquée. On a la SNCF qui marche avec le quantité de charbon minimum, des entreprises qui n'ont plus assez de charbon, des usines à gaz qui sont en pénurie, des coupures d'électricité régulières. C'est la merde. Donc, pour faire face à cette situation, le gouvernement provisoire de la République française, qui du coup gère le pays, et qui gère du coup les mines aussi suite aux nationalisations de la période 1945-1946, je vous ferai aussi une vidéo à part qui reviendra spécifiquement sur ce sujet des nationalisations, lance la campagne de la bataille du charbon pour redresser la production de charbon en France. La première étape fut l'embauche de personnel. Ainsi, le personnel minier passa entre 1945 et 1947 280 000 mineurs à 217 000. Cette augmentation de personnel passa par l'embauche de mineurs en France, mais également par l'arrivée d'une main-d'œuvre immigrée, notamment d'Afrique du Nord. Il y eut également un temps des prisonniers de guerre allemands qui travaillèrent dans les mines. Il y en a eu à Champagnac, c'est un petit groupe d'Allemands qui sont venus travailler à la mine de Champagnac, qui ont pu fréquenter la population locale et les relations étaient étonnamment plutôt cordiales. Méfiantes un peu au début et finalement les relations semblent avoir été plutôt cordiales alors que c'est vrai que dans ce contexte-là on aurait pu s'attendre à une plus grande tension. En vrai ça peut s'expliquer par le fait que le Champagnac n'a pas été particulièrement impacté par l'occupation directement. Ça reste un endroit qui était assez rural et qui n'a pas trop eu à avoir des soldats allemands. Petite garnison allemande qui a été présente à un moment, mais plus pour surveiller les environs, plus que pour surveiller Champagnac même. On a également une augmentation de la rémunération et on a avec la nationalisation toute la question du statut des mineurs, mais nous reviendrons là-dessus plus spécifiquement dans la vidéo sur la nationalisation des mines, mais tout ça contribue à rendre le travail des mines plus attractif et aussi à motiver les mineurs à plus travailler. On a également le développement de la formation des mineurs, il y a des centres de formation qui se développent, à Champagnac c'est le centre de formation de Fanost qui va former des équipes entre 1948, le temps que ça se mette en place, et 1956, puisqu'à partir de ce moment-là, la mine arrête de recruter des nouveaux mineurs puisqu'elle va fermer 3 ans plus tard et que c'est décidé, c'est acté. On a également la mobilisation sur le plan politique, notamment à travers le Parti communiste français et la CGT, qui pousse jusqu'en 1947, tant que le Parti communiste est au gouvernement, qui pousse les mineurs à travailler, à produire. Il faut produire du charbon. On a le discours de Maurice Thorez le 21 juillet 1945, mais on a également le général de Gaulle lui-même qui se déplace et qui tient un discours à Béthune le 11 août 1945. Ce sont ces hommes du pays noir qui, à Béthune,
au nombre de 30 000, font accueil au chef du gouvernement. C'est à eux qu'il parlera tout à l'heure. En octobre dernier, 1,5 million de tonnes sont sorties de notre sol. Or, nos mineurs, au cours de ces dernières semaines, en ont tiré en moyenne 2 fois plus. Après la libération, ils en étaient à 40% de l'extraction d'avant-guerre. Les voici à 75%. Je suis sûr qu'ils iront bientôt jusqu'à 100% et davantage. Donc il y a vraiment une mobilisation politique qui se fait pour mobiliser et motiver les mineurs à produire et à travailler. Cette bataille du charbon va aussi s'illustrer par une amélioration du matériel, une modernisation. Alors des outils utilisés, par exemple avec donc des modèles de marteau-piqueur. Alors ça c'est des marteau-piqueurs un peu plus anciens que ça. Eux ils datent plus des années 20, des années 30. Mais déjà leur usage à l'époque n'était pas commencé à arriver, n'était pas forcément développé. L'utilisation des marteaux-piqueurs va se développer, des marteaux-piqueurs de plus en plus modernes, donc plus modernes que ceux-là. Et donc on développe cette mécanisation. Après il y a une mécanisation aussi du transport du charbon, le boisage s'automatise, la descente s'améliore. Donc il y a vraiment toute une mécanisation qui se développe pour permettre d'augmenter la productivité des mineurs. Cette modernisation est rendue possible en partie grâce au plan Marshall. Ainsi, entre 1948 et 1949, Charbonnage de France va recevoir 76 millions de francs du plan Marshall. Et sur la période 1948-1952, 60% des investissements de Charbonnage de France viennent du plan Marshall. Donc c'est quand même un financement très important et ça va être efficace. En effet, à la libération, la productivité d'un mineur par jour, c'était 900 kg. Avant-guerre, c'était plus de 1200. On voit que ça avait beaucoup diminué et ça va remonter du coup grâce à cet investissement. On est ainsi à 1095 en 1949 et à 1188 en 1950. Et par la suite, dans les années 50, on va monter à plus de 1500 dans les années 1955. Donc on voit qu'il y a une forte progression de la productivité qui permet d'améliorer la production du charbon tout en réduisant le personnel à partir des années 50, mais ça, ce sera l'objet d'une future vidéo. Dans le même temps, l'approvisionnement étranger en charbon s'améliore. Les pays exportateurs reprennent leur exportation, l'Angleterre, la Pologne, du coup. Le charbon états-unien arrive de plus en plus également avec l'amélioration du transport maritime. Et on a aussi également du charbon qui vient d'Allemagne, notamment de la Sarre et de la Ruhr, qui sont des régions allemandes, qui sont dans la zone d'occupation française, et dont la production de charbon est en partie à la France. Ainsi, la Sarre fournit en 1949 3,7 millions de tonnes de charbon à la France. Ainsi, à la fin des années 40, la France dispose à nouveau d'assez de charbon pour faire fonctionner son industrie et son économie. Pas uniquement du charbon français, comme d'habitude, toujours beaucoup de charbon étranger. Et la situation du charbon en France va connaître d'autres difficultés par la suite, mais ça fera l'objet de futures vidéos. Donc c'est terminé pour cette vidéo-là, j'espère qu'elle vous a intéressé. C'est une première vidéo, une longue série de vidéos sur l'histoire du charbon d'après la Seconde Guerre mondiale. Il y aura également une vidéo sûrement qui arrivera à un moment sur la résistance dans les mines, les mineurs résistants. Mais cette vidéo, je ne sais pas exactement quand je la ferai, puisqu'elle n'a quasiment pas encore commencé à être écrite, c'est à la différence des autres qui ont bien avancé. J'espère que ça vous a intéressé, n'hésitez pas à le dire en commentaire, à partager la vidéo également si ça vous a plu, à mettre un pouce bleu et à vous abonner pour ne pas rater les prochaines vidéos. Au revoir tout le monde!